Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est avec un grand plaisir qu'on retrouve Eliezer Charodotsky pour Midreshet Yehuda Manito. Et ce soir, on continue à parler d'actualité, de politique, de géopolitique. Et tu veux nous parler du véritable premier Israël. Je n'ai pas tout compris, mais je suis sûr qu'à la fin du cours, on aura tout compris. Bechavod. Erev Tov, Shavua Tov. À vrai dire, j'ai beaucoup cherché comment traduire Israël Rishona et Israël Shnia. Il y a ce thème qui décrit en gros les différents statuts, les deux Israël en gros, qui sont l'un plus aisé, un statut socio-économique plus élevé, et un autre qui est la périphérie, etc., etc. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler. Je veux parler du véritable premier Israël, de celui qui s'est montré à nos yeux ces 110 derniers jours, à partir de Simchat Torah du 7 octobre 23. Et c'est de cela que je voudrais parler parce qu'il semble qu'il se passe devant nos yeux quelque chose de très grand, même plus grand que les victoires à Gaza. euh, D'ailleurs, il faut le dire, des victoires qui sont... euh, il y a rien de moins évident que ça ne va pas du tout de soi, parce que ça va dans des combats qui n'ont pratiquement pas de pareil, de parallèle dans les annales de l'histoire. Nos forces, c'est pas seulement nos forces de l'air, de la marine et de la terre, mais il faut ajouter à ces forces-là les forces sous la terre, et, euh, et, et c'est quelque chose de plus grand aussi et de plus significatif que les dilemmes au sujet du prix à payer pour la libération des otages qui se révèlent à nous, c'est la naissance d'une nouvelle génération dont on doit encore apprécier toute la grandeur. Et ça, je pense, quand on est pris un peu dans la toile, et au propre comme au figuré, et dans les différentes discussions avec chaque fois des ballons des ballons d'essai au peu de telle ou telle affaire ou de tel ou tel échange ou de tel ou tel rixe et des controverses entre tel ou tel ministre, etc., etc. Je crois qu'on a tendance très souvent à perdre l'essentiel. Et l'essentiel qui est sans commune mesure, vraiment sans commune mesure, avec tous ces détails qui, avec une perspective d'un mois, de 2 mois, 3 mois, on ne va même pas s'en rappeler. On ne va même pas s'en rappeler qu'est-ce qui a été publié au New York Times le 25 du mois de janvier 24, qu'est-ce qui a été publié dans CNN, quels étaient... Non, tout ça, ça va s'évaporer. Ce qui va rester, c'est ce dont je voudrais parler aujourd'hui. Pour qu'on commence à prendre la mesure véritable de ce qui se révèle à nos yeux aujourd'hui, et puis qu'on agisse en fonction. Qu'on agisse en fonction. Alors j'imagine que beaucoup de choses que je vais mentionner, vous les avez entendues, que ce soit les résultats des sondages, que ce soit différentes lettres, que ce soit des témoignages, etc., etc. Mais je vais essayer d'en faire une sorte de somme pour voir, OK, quelle est la tmuna agdola, tmuna agdolit, klalit, l'image macro qu'on peut en tirer. Je voudrais commencer par citer d'ailleurs un article qui est apparu à Maariv d'une personne que j'ai jamais citée, que j'ai jamais pensé citer. Il y a à peu près un peu plus d'une semaine, deux journalistes de Arutz Lochesre, du 13e chaîne israélienne, Amit Segal et Raviv Drucker, sont allés se rendre à Khan Younes, à Gaza. Et là-bas, ils ont rencontré les soldats, ils ont rencontré les officiers, et ils sont revenus avec chacun une compréhension plus, plus profonde, et pour certains différente de ce à quoi ils étaient habitués, de ce qui se passe véritablement. Et c'est pour ça que je voudrais citer maintenant, si j'ai accès au partage, voilà, merci. Je voudrais citer ce qu'a écrit Raviv Drucker. Vous connaissez Raviv Drucker,
Ce n'est pas une personne qui a étudié dans une yeshiva, pour la moindre Bilchon Ameata, pour parler par euphémisme. Ce n'est pas une personne très de droite, ce n'est pas un grand amateur de la coalition actuelle, ni de Netanyahou. Et, enfin bon, de retour de Gaza, c'est ce qu'il a écrit. Hiver 2023, Israël est une nation divisée en deux parties inégales. Une partie est composée de tous ceux qui ne sont ni à Gaza, ni à la frontière nord, les soldats, et de tous ceux qui ne sont pas recrutés pour des fonctions militaires de conscription ou de réserve, à savoir presque nous tous. Ils sont tous anxieux, déprimés, se disputent, crient et se chamaillent, dégagent une énergie négative qui comprend la peur, le choc, l'insulte, le défaitisme, l'incompétence et beaucoup d'amertume. La deuxième partie d'Israël est celle du front. Je les ai rencontrés lundi à Khan Younis. Il s'agit d'un autre type d'Israéliens. Ils sont pleins d'énergie et confiants en leurs capacités. Ils sont unis et souriants, fidèlement désireux d'accomplir leur mission. Ils sont calmes. Ils ne se disputent pas entre eux, mais s'entraident, se félicitent et quand il le faut, se portent secours les uns aux autres. Lundi dernier, à Khan Younis, j'ai réalisé que notre situation à Gaza est bien meilleure qu'elle ne l'est vue depuis Tel Aviv, même après la terrible tragédie de lundi, avec les 21 soldats qui ont péri dans l'explosion des bâtiments minés. Les soldats, les tankistes dorment dans leurs tanks, ce que je peux vous dire par expérience personnelle n'est vraiment pas très confortable. Les fantassins improvisent tout ce qu'ils peuvent. Les troupes ont leur café, leur bagamon, chèche-bêche, et un vrai sentiment de frères d'armes. Et nous avons entendu la même demande d'absolument tout le monde là-bas. Dites-leur à la maison de ne pas nous arrêter. Finissons notre travail. Nous ne devons pas nous arrêter. Nous ne devons pas lâcher prise. Nous sommes ici parce que cela doit être fait. Nous sommes forts et nous espérons que vous, les gars à domicile, êtes également forts. Nous sommes ensuite allés faire un tour d'observation. Nous avons réalisé que nous ne trouverions pas un seul hôpital à Gaza qui ne soit pas entièrement équipé d'armes, d'explosifs, de puits et de tunnels. Presque toutes les mosquées aussi. Gaza n'est pas ce qu'ils nous ont dit. Nous leur apprenons maintenant que nous ne sommes pas non plus ce qu'on leur a dit. Je voudrais qu'on prête notre attention particulièrement pas à la Gaza arabe, mais à nos soldats. Ce qu'ils disent, dites-leur à la maison de ne pas nous arrêter. Finissons notre travail. Nous ne devons pas nous arrêter. Nous ne devons pas lâcher prise. Nous sommes ici parce que tout cela doit être fait. Nous sommes forts et nous espérons que vous, les gars à domicile, êtes également forts. Ça, c'est une compréhension d'une personne qui pourrait être le mieux décrite par l'épithète cynique, hyper réaliste, etc., etc. C'est-à-dire, et Dafka, lui, est précisément lui, quand il apporte ce témoignage, c'est une double fiabilité et si c'était un Mitzegel qui le disait, si c'était un rabbin, si c'était un soldat Boger Mechinat Eli qui le disait, c'est comme ça qu'il a appris. Mais non, ça c'est une personne dont le travail est de chercher la discorde, de chercher la risque, de chercher le mal, de chercher la corruption, de chercher l'amertume. Et c'est lui qui écrit ça. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il a trouvé et il n'a rien trouvé d'autre parmi les soldats et les officiers qui se trouvent à Gaza. Maintenant, je voudrais passer avant d'essayer de tirer quelques conclusions de cela, je voudrais passer et lire des exemples. Certains sont connus, d'autres sont moins connus. Enfin, il y en a plein, et ce qui fait leur force aussi. Ces témoignages, les sujets véritables, les acteurs véritables de ce qui se passe, auxquels, à mon sens, on ne donne pas suffisamment la parole.
On donne beaucoup plus la parole à des experts des guerres d'il y a 150 ans qui sont très loin véritablement du champ de l'action. Une autre personne, témoignage d'un médecin qui a 48 ans, enfin voilà, il est un peu plus long, mais je vous invite quand même à le lire. Il est 8h39 à Jebalia, sud de Gaza. Soleil, le ciel est dégagé de nuages, des échos d'explosions de près et de loin. J'ai déjà appris à reconnaître, ça c'est un char, ça c'est un hélicoptère, ça c'est un avion, c'est un drone, c'est un mortier, c'est le nôtre, c'est le leur. J'ai appris assez vite. Je suis ici que depuis une semaine. Il y a une raison à ce que j'écris. Pas dans le but de tenir un journal ou à des fins de relations publiques. Je ne suis pas un enfant, j'ai 48 ans, je suis un médecin d'un certain âge. Ce n'est pas mon premier service en tant que réserviste. J'ai essayé d'intégrer toutes sortes d'unités dès le début de la guerre sans succès. Il y a une semaine, j'ai réussi. Je suis immédiatement entré à Gaza. J'ai rejoint un régiment de combattants réguliers basé à Jebalia. J'ai été combattant et dans la réserve pendant de nombreuses années. Et dans la réserve, j'ai participé à des opérations depuis l'explosion des bus et de l'opération du mur de défense 2002, Pessah 2002, au début du millénaire, mais je n'ai jamais vu une guerre comme celle-là. Il est peu probable que quiconque de la génération actuelle de combattants, y compris les doyens, l'ait vu. Mon père, qui était parachutiste et a combattu à Yom Kippour et première guerre du Liban, Shlomo Galil, a vu. Pour vous enseigner notre cruelle chronologie. Gaza, du moins dans les parties que j'ai vues, et j'en ai vu certaines, a été complètement détruite. Des tas interminables de béton en tas instables mélangés à des squelettes de voitures écrasées provenant de réservoirs, des chaudières solaires brisées, des appareils électroménagers éparpillés dans les décombres. Ce n'est pas un endroit où quiconque pourra tourner dans les prochaines années. Il n'y a pas de civils, il y a peu de terroristes, du moins ceux qui osent sortir la tête de leur terrier. Et c'est là le point. L'armée les a chassés comme des rats, comme il se doit. Ils ont peur de relever la tête et ils se lèvent. Et s'ils se lèvent et sont observés, ils sont éliminés sans pitié, comme il se doit, comme des rats dans les terriers, sans héroïsme, sans gloire et sans pouvoir. Sur le terrain, on gagne et eux sont vaincus. Et c'est ce qui est frustrant. La disproportion entre ce qui est présenté au public et ce qui se passe sur le terrain. Je suis resté assis à la maison pendant 2 mois et demi et j'ai vu les informations, les programmes, les studios, les articles, les critiques, les experts et les conférenciers. Je suis redevenu déprimé chaque soir. Heureusement, je travaille dans un hôpital et je n'ai pas eu le temps de regarder les informations. Le soir, ils nous parlent des espaces, des personnes enlevées, des débats au sein du gouvernement et du cabinet élargi et limité, des conflits, des finances, de la répartition des emplois et des postes et de toute cette, m'excuse, merde. Personne ne parle des victoires, des exploits, du contrôle effectif du territoire, de la prise du marais de Gaza, du marécage de Gaza et surtout de nos soldats. Donc, je pensais aussi que c'était une génération gâtée qui joue à Fortnite toute la journée et prend des photos pour Instagram. Et j'ai dit à mes amis qui étaient aussi des guerriers dans les années 90, qui mènera la prochaine guerre? Qui est là pour prendre la relève? Alors, laissez-moi vous faire le point après une semaine avec les combattants sur le terrain 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec une observation attentive et scrutatrice, une comparaison et une critique. Nos combattants sont imprégnés du sens de la mission, de la détermination et du sacrifice, professionnels et surmotivés, organisés, rigoureux et responsables, combattants sophistiqués et meilleurs qu'on était. Je pourrais continuer, mais ce n'était pas le sujet. Le fait est qu'ils n'ont aucune idée de ce que vous voyez. Lisez, entendez dans les médias. Heureusement pour eux, ils sont coupés des médias. Seulement moi, le médecin, je suis arrivé avec un téléphone portable, les obligeant à appeler de temps en temps leur mère et leurs amis pour leur dire que tout allait bien. Alors j'évite vraiment, mais parfois, ils demandent ce qui se passe dehors. Alors je leur dis, et ils ne me croient pas. Comment est-ce possible, me disent-ils. Je me demande aussi, les médias sont-ils devenus amoureux de la réalité de la guerre pour obtenir la note la plus élevée, le rating le plus élevé, de vous présenter des titres les plus tristes, déchirants, frustrants et qui divisent? Je n'ai vraiment pas de réponse. Nous nous poignardons dans le dos tous les jours.
Nous affaiblissons l'esprit du peuple, renforçons le Hamas, augmentons le prix de cette guerre, y compris au niveau de l'âme. Ils voient nos nouvelles dans le bunker tout en évitant d'affronter la puissante armée et se frottent les mains de plaisir. Ils n'ont rien à faire, regardez simplement, juste regardez les informations. Le reste s'arrangera tout seul. C'est comme deux films différents dans la même réalité, un film de victoire à Gaza et un film de défaite en Israël. Je suis allé voir les deux. J'ai émis dans Djebal un appel critique aux éditeurs et producteurs, présentateurs et conférenciers, experts et commentateurs. Nous sommes en guerre. Je sais que vous le savez. Mobilisez-vous. C'est votre service de réserve en tant qu'Israélien. Chacun apporte ce qu'il peut. On fait un sandwich aux escalopes, on se bat, on conduit, on récolte. Bien sûr, tous. Remplacer la disquette, tachlif ou disquette, je ne sais pas comment traduire ça en français. Il est également possible de donner de l'optimisme et de l'espoir aux gens de manière fiable. Arrêtez de faire écho aux différences, cela élargit le fossé. Ce n'est pas le moment. Après la guerre, nous nous occuperons de tous ceux qui en ont besoin. Ne vous inquiétez pas, jusqu'au bout. Nous enquêterons et mettrons un problème afin que cela ne se reproduise pas. Et une dernière chose à propos des kidnappés et des morts. J'aimerais que tout le monde revienne aujourd'hui. Les personnes enlevées sont misérables et les familles sont pauvres. Quels que soient leurs efforts, nous ne mettrons jamais à leur place. Nous ne comprendrons jamais ce qu'ils ressentent. Mais l'atmosphère nationale d'opprimés, d'oppression et qui en résulte les aliène. Et les morts, que leur mémoire soit bénie, rien ne consolera jamais les familles de la perte de leurs proches. Mais peut-être, sauf une chose, qu'ils sentent que la perte de leurs proches n'était pas en vain, que nous avons gagné la guerre grâce à leur sacrifice, que les habitants du Sud pourront retourner vivre dans les villes, dans les villages, les kibbutzim et les moshavim, en toute tranquillité grâce à leur sacrifice. C'est ce qui se lit réellement. L'armée ne faiblit pas, Tzahal gagne chaque jour à nouveau. Il y a des prix difficiles, mais c'est la guerre. En temps de guerre, les soldats meurent, et dans la vision militaire, cela vaut mieux que la mort des civils. L'attitude militaire n'a pas été... non, c'est une mauvaise traduction. Hein. À partir de là, 50 terroristes sont éliminés pour chaque soldat de Tzahal tombé au combat. Nous ne voulons pas de cette religion, mais vous devez connaître les faits. Encore une fois, une personne qui n'est pas un enfant, qui n'est pas un enthousiaste, qui est un médecin, et qui dit, Khaverim, il y a ici deux Israël. Il y a l'Israël qui est face à la réalité de la guerre et qui gagne, qui est surmotivé, qui gagne dans tous les combats, dans les cieux, dans les mers, sur terre et sous terre, dans tous les combats. Ils sont victorieux partout. Et puis, il y a une partie d'Israël, celle qui participe moins, celle qui est moins active dans ce qui se passe, plus passive. Là-bas, c'est la défaite. Là-bas, c'est la défaite. Alors, dites-moi, quel est l'Israël véritable? Celui qui fait ou celui qui voit? Celui qui gagne ou celui qui contemple? Je crois que la réponse, elle va de soi. Je voudrais continuer avec une lettre qui a été traduite en français, qui est apparue en français dans Shofar, et qui est la lettre d'Elkana Wiesel, de Bnei Kalim, qui, comme sa mère l'a dit, il est né au Gush Katif et il est mort au Gush Katif. Père de, je crois, 4 enfants, 35 ans. C'est ce qu'il a écrit. Si vous lisez ces mots, c'est que quelque chose m'est arrivé. Si j'ai été enlevé, je demande qu'aucune négociation ne soit faite pour libérer un quelconque terroriste en échange de ma libération. Notre victoire est plus importante que tout. Alors, s'il vous plaît, continuez à agir de toutes vos forces pour notre victoire. Peut-être je suis tombé au combat. Quand un soldat tombe au combat, c'est triste. Mais je vous demande d'être heureux. Ne soyez pas tristes en vous séparant de moi. Tenez-vous les mains et renforcez-vous les uns les autres. Nous avons tant de choses où nous pouvons être fiers et heureux. Nous écrivons les moments les plus significatifs de l'histoire de notre peuple et du monde entier. Alors, s'il vous plaît, soyez heureux, soyez optimistes, continuez toujours à choisir la vie.
Répandez l'amour, la lumière et l'optimisme. Regardez les êtres qui vous sont chers, droit dans les yeux, rappelez-leur que tout ce que nous traversons dans cette vie en vaut la peine et que nous avons une raison de vivre. Ne cessez pas un instant votre volonté de vie. Pendant l'opération Tsukeitan, j'ai déjà été blessé, mais je ne regrette pas d'être revenu me battre. C'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Sergent Elkana Wiesel, 35 ans. Il y a ce qui est fascinant, c'est la quantité de ces témoignages, c'est la quantité de ces lettres. Et maintenant, je crois que de la même mesure qu'on prend très au sérieux et pas au niveau romantique et un peu poétique, dire de Rabbi Akiva quand il dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est un grand principe de la Torah, que c'est la stratégie. Et tu choisiras la vie. C'est la stratégie de la Torah, ce n'est pas le romantique. Ce n'est pas la fin du 19e siècle. Non, c'est véritable. On voit dans cette génération que jusqu'à il y a quelque temps, on présentait comme gâtés, dénués de sens, déconnectés un peu de la réalité, faisant de l'escapisme dans les jeux, etc., etc., peu importe. On voit quelques éléments qui sont fascinants. C'est que le klal, l'ensemble, le collectif, il vient avant l'individu. Medinat Israël, elle vient avant moi. Les kibbutzim, les moshavim, etc., etc., les juifs qui doivent retourner à Sderot, à Ofakim, à Kfar Aza ou au nord, Manara, Hanita, Kiryat Shmona, etc., etc., ils priment sur moi. L'objectif vient avant les comptes. Nous, ça va de soi, bien sûr. Non, ça ne va pas de soi. Dans les sociétés où le principe de qui est coupable prime sur le principe du salut de la nation et sur le principe de la vie, eh bien, les gens se seraient maintenant tenus à la gorge pour dire non, c'est à cause de toi, non, c'est à cause de toi. Et il y a de quoi prendre les personnes à la gorge parce que véritablement, ce qui s'est passé le 7 octobre, qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet? Quel péché invraisemblable. Et malgré ça, non, on laisse ça de côté. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a quelque chose de plus grand. L'objectif, c'est avant les comptes. La victoire précède l'enquête. Le national précède le judiciaire. La victoire du peuple juif précède les comptes du peuple juif. C'est très important, ça ne va pas de soi. L'entraide, le bien du frère d'armes précède mon propre bien. Il y a tellement d'histoires à ce sujet. Je voudrais juste vous raconter une histoire passée il y a environ un mois dans un char au nord de Gaza. Ils étaient 4, naturellement. Il s'est passé quelque chose. À l'extérieur, quelqu'un devait se porter volontaire pour réparer ça. Naturellement, ils étaient entourés, alors c'était très dangereux. Ils savaient qu'il y avait des terroristes avec des lance-grenades, RPG, etc., qui étaient autour. Alors, ils étaient là, 4. Et il disait, alors il y a le commandant qui dit, bon, je vais sortir. Je vais sortir, et il y a un autre tankiste qui dit, non, 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 tu ne sors pas, tu ne sors pas, tu ne sors pas. Pourquoi je ne sors pas? Je suis le commandant, c'est moi qui décide. Non, tu ne sors pas, tu as plein d'enfants. Moi, je suis célibataire, c'est moi qui vais sortir. Et, et il est sorti et il n'est pas revenu. Mais il a sauvé l'autre personne. Il s'appelait Gil Fischetz de Harish.
Gil Fichet. J'ai entendu cette histoire de quelqu'un qui le connaissait. Olé Vatik de quelque part d'Union soviétique, d'ex-Union soviétique, enfin peu importe. Mais c'était, vous voyez cet état d'esprit, la personne, non, moi je suis célibataire, c'est moi qui vais sortir. C'est moi qui vais sortir. Attends, là, 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 là. Toi, tu vas retourner après, Bezrat Hashem, tu restes là, tu vas retourner chez ta femme et tes enfants. Et puis, il y a d'autres principes. Il y a l'unité avant la discorde. Dans combien de lettres on entend quand enfin vous allez finir de vous disputer? Dai, finita la comédie. C'est l'unité avant la discorde. On est tous différents, mais on est tous unis dans le même but. Et autre chose aussi, la bravoure avant les larmes. Ça ne va pas de soi dans la presse. Dans la presse, les larmes, ça prend plus au cœur. Les bravoures, c'était quelque chose qui était démodé depuis Yoni Netanyahu. La bravoure n'était plus, comment dire, Kvarlos Chora, comme on dit. Ça n'allait plus au marché. Et puis tout d'un coup, regardez, ça surabonde. L'héroïsme, tu ne sais pas où donner de la tête. De tout le pays. De la Hitiyashvut, des yeshivot, des mechinot, de Tel Aviv, de Haïfa, de Harish, de Beersheba, de Yerushalayim, partout. Et puis aussi, la certitude vient avant le doute. Il n'y a aucun doute quant au bien fondé de nos actions. Quoi faire, qui vaincre, absolument aucun doute. Lorsque vous entrez dans les, comment dire, les ulpanim les studios de la presse, c'est un peu différent. Et je voudrais peut-être, si on devait, c'est-à-dire, c'est pas seulement pour dire, bon, c'est OK, il s'agit de soldats. Combien ils sont? Ils sont, en exagérant un peu, un demi-million. Quand même, demi-million, hein. C'est le fer de lance. C'est le meilleur de ce qu'on a. Mais ce n'est pas la majorité. Eh bien, je voudrais même, sur ce point, je voudrais dire que ce n'est pas comme ça. Et parce que la nation entière, elle a changé. Et sa meilleure incarnation, c'est cette génération dont j'ai parlé les 25 dernières minutes. Mais la nation a aussi vit maintenant une révolution conceptuelle, une révolution spirituelle véritable, qui peut-être pourrait être résumée en 2 phrases. Toujours, il y a beaucoup de détails, mais il y a l'essentiel. Un exemple, vous l'entendez, je ne sais pas, moi je l'entends à presque tous les enterrements et à toutes les Shiva, où en tout cas j'ai été. La dernière, c'était hier soir. Une personne un officier de El-Azhar, il va. Et son père parlait. Mais avant de dire ce que son père disait, je voudrais dire ce qu'on entendait très très souvent jusqu'à il y a une demi-année. Beaucoup d'enterrements, dans les années qui passaient, vous entendiez, oi, que ce soit la dernière victime. Que ce soit que cette personne qu'on est en train, ce proche qu'on est, qu'on est en train d'enterrer, que ce soit la dernière victime des enterrements, etc., des affrontements, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Par exemple, le père d'hier, il a dit une chose qu'on entend partout.
שזה לא יהיה לשווא, que ne se soit pas en vain, à savoir, n'arrêtez pas jusqu'à la victoire. Jusqu'il y a une demi-année, on disait, oi, que ce soit le dernier. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la paix est à l'horizon, la paix elle doit arriver tôt ou tard. Et on espère que ce soit le dernier prix à payer. Et il faut dire que la paix est à l'horizon, c'est comme nous l'a prouvé le 7 octobre, c'était une sacrée, comment dire, un déni de la réalité telle qu'elle est. Et là, tout d'un coup, on dit non, 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 que cette personne, cette victime, ce soldat tombé au combat ne soit pas en vain. Que ce soit encore une motivation de plus, un argument de plus à aller jusqu'à la victoire. Tout d'un coup, d'un peuple qui vivait dans l'espoir d'une paix qu'on croyait pour certaines raisons, qui était là, qui devait venir. Et les pertes au combat, c'était quelque chose, c'était une exception à la règle. Et la règle, c'était, bon, le bien vivre. Tout d'un coup, on comprend, non, 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 non. Il y a une réalité, elle est difficile. On a les forces de l'assumer, et pas seulement de l'assumer, mais aussi de la vaincre. Vaikare Shimcha Israël, ki sarita im Elokim ve'im Adam vatuchal. Et son nom sera Israël. Pourquoi? Parce qu'il a combattu Elohim et l'homme, et il a vaincu. Qu'est-ce que ça veut dire vaincre? Combattre Kadosh Baruch Hu, pas au niveau simple, mais la réalité que les défis que nous jette le Kadosh Baruch Hu, En Baya, on est là pour les relever. Et c'est ça la différence entre que ce soit la dernière victime et que ce soit pas en vain. C'est toute la différence entre un peuple qui vit dans le reni de la réalité et l'espoir d'une ère, d'une paix qui advienne immédiatement, et un peuple qui est là et qui, sans renier à la vie, mais au contraire, en assumant la vie, il assume aussi cette réalité, il est prêt à l'affronter et il est là et il est en train de la vaincre. Et maintenant, c'est en apparence, c'est un changement de terme, mais ça n'est pas un changement de terme. C'est toute une génération qui a mûri en quelques jours. Et pour preuve, on peut voir les sondages. On a parlé maintenant de la soif de la victoire. Eh bien, dans un sondage qui a été mené il y a à peine quelques jours par l'organisation fondée par Gilad Ach, Miluim-Nikim, les Man Anitzachon, les Miluim-Nikim pour la victoire, eh bien, 92% des Juifs israéliens sont pour la victoire et jusqu'à la destruction totale du Hamas. C'est 92%. C'est-à-dire, il faut savoir que chaque fois qu'on entend des pseudo-experts ou des pseudo-généraux et des rochers, même Shalal et Sheavar, qui nous dit que si, que ça, Chaverim, ils sont caduques. 92% de la population israélienne sont pour aller jusqu'au bout. Et ça, il faut savoir, même si bientôt on va s'arrêter pour échanger, pour
pour échanger les otages, etc., en échange, etc. L'Oyodea, ce qui a été publié à New York Times, à Wall Street Journal, il y a peut-être, peu importe. Ça ne va pas changer les 92%. Ce n'est pas des 92% qui sont le 8 octobre ou le 10 octobre ou le 15 octobre. C'est les 92% qui sont le 28 janvier. Plus de 100 jours après, on avait le temps de repenser, etc. C'est quelque chose, hein. C'est comme Abraham qui a 3 jours pour penser à l'épreuve de Yitzhak, de Akedat Yitzhak. C'est pas qu'il est maintenant à la première heure, il a été éveillé par le Kadosh Baruch Hu. Abraham, ok, besed, règle, non. Il a eu tous les 3 jours pour penser à ça. Nous, on a eu tous les 110 jours pour penser à ça. Ça, c'est une première chose. Et on le voit aussi dans d'autres éléments. Regarde, voilà. Ça, c'est un sondage qui a été fait par les Nashim Beyarok. Vous le voyez? Nashim Beyarok, il y a ici, regarde, les femmes en vert, il y a ici, premier chiffre, 74% des Israéliens, d'abord y compris arabes, qui sont contre un État palestinien. Khaverim, je vous jette le défi de vérifier quels étaient les résultats de ces sondages il y a 1 an, il y a 5 ans, etc. Ce n'est pas 74%. Maintenant, on va plus loin. C'est quoi ces 76%? Pour encourager à l'émigration volontaire des Arabes de la bande de Gaza. 76%, y compris 50% de ceux qui votent pour Lapid et la majorité de ceux qui votent pour Gantz. C'est-à-dire que peu importe Lapid, Gantz, qu'il reste ou qu'il ne reste pas, c'est secondaire. Leur public, qui était un public de gauche, centre-gauche ou de gauche, jusqu'à il y a 4 mois, c'est un public qui, aujourd'hui, a les opinions de Rechavam Ze'evi, de Gandhi qui a été exclu de la Knesset à cause de ça. Enfin, il a été assassiné, mais c'est des positions qui étaient, comme on dit, des positions non grata, persona non grata à la Knesset. Aujourd'hui, c'est 76% qui les épousent, Khaverim. C'est quelque chose de fantastique. Regardez, je reviens, je m'excuse, 1 minute. Je vous laisse. Slicha. Et stop share. Et il faut le savoir. Et là, j'ai pu amener à peine quelques exemplaires des lettres, des témoignages, des sondages aussi. D'ailleurs, c'est très intéressant, c'est un sondage, ils voulaient le publier dans Haaretz. Ça a été censuré. Ils n'ont pas accepté, peu importe. Mais vous savez pourquoi je dis ça? Parce que c'est 92% qui sont pour écraser le Hamas jusqu'au bout. Je ne sais pas quel pourcentage ils reçoivent dans la presse. Je ne sais pas quel pourcentage
ils ont dans les différentes émissions. Comprenez? Et ça, c'est une chose, quand on voit, je ne veux pas citer les noms, peu importe, hein, les pronostics alarmistes de tel ou tel expert, etc., 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 il faut chaque fois reprendre la boussole et dire, Khaverim, le peuple n'est pas avec vous. Vous pouvez, certes, émettre toute l'ampleur de votre frustration dans la presse, etc., etc., peu importe. Am Israël lo itrem. Et maintenant, je vous dire pourquoi pourquoi cette attitude et pourquoi cette nouvelle cohésion retrouvée et cette foi dans le juste cause, dans le bien fondé, etc., c'est pas du kiki. Je ne sais pas si vous connaissez les deux auteurs juifs américains, euh, et- Senior et Singer. Ils sont connus pour leur livre Startup Nation. On en a parlé déjà il y a quelques années. Startup Nation sur etc. Bon, maintenant, ils viennent de publier, il y a à peine quelques mois, ils viennent de publier un autre livre qui s'appelle The Genius of Israel, le génie d'Israël. Et qu'est-ce qu'ils disent là-bas? Qu'est-ce qu'ils disent là-bas? C'est que c'est une société dotée d'une unité, d'une résilience, d'une force spirituelle absolument étonnante. Et ils le mesurent, c'est ce qui est intéressant. Je ne vais pas donner de trucs, je n'ai pas encore lu le livre, juste quelques extraits par-ci, par-là. Mais il dit des choses. Par exemple, il pose la question aux États-Unis. Pose la question, dites-moi une date ou quelques dates de l'année où vous vous rencontrez, toute la famille, vous êtes ensemble. Toute la famille est ensemble. Alors les gens ils disent Halloween. Il y a la fête de Halloween. OK. Une fois par année, toute la famille? Ouais. Yofi. Deuxième date? Ouais, le Super Bowl. Le Super Bowl, là, la grande finale du baseball ou je ne sais pas, peut-être autre chose, enfin, peu importe. Du football américain. Non, je crois que c'est du baseball. Enfin, corrigez-moi ceux qui connaissent. Enfin, peu importe, ça, ils sont là. Et après, ben, fini, c'est tout. Et là, il dit, vous comprenez, le peuple juif en Israël, il se retrouve en famille une fois par semaine. Religieux, laïcs, athéistes, tous se retrouvent une fois par semaine, quand? Le Shabbat. Et qu'ils le respectent, ils se retrouvent autour de la... Et je l'ai vérifié. Je l'ai vérifié pendant 15 ans, j'ai enseigné, j'ai mené des groupes de dialogue entre religieux et laïcs, c'est pas un bon terme, chilonim, entre pratiquants et non pratiquants, datim et chilonim, à l'université de Bar-Ilan. Et je vais vous dire une chose. Là, je me rappelle encore jusqu'au jour, quand une fille religieuse a dit aux non-pratiquants, En lachem Shabbat. C'était la plus grande insulte qu'ils pouvaient recevoir. Ils sont presque levés pour la contredire. En lanu Shabbat. Et puis là, oui, Thanksgiving, merci. Oui, oui, Thanksgiving. Oui, oui, merci, merci. Et là, ils ont dit non, le Shabbat, c'est la famille. Le Shabbat, c'est le Kiddush. Le Shabbat, c'est les Nerot. Le Shabbat, c'est la Seouda. Le Shabbat, c'est la grand-mère, c'est le grand-père. Le Shabbat. Et puis, ça commence, c'est-à-dire, et tous, absolument tous. Ceux qui vont à la plage et ceux qui ne vont pas à la plage. Ceux qui prennent la voiture et ceux qui ne prennent pas la voiture. Et mais tout, c'est-à-dire qu'il y a ici une cohésion
qui est mesurable véritablement. Et ça n'existe pratiquement chez aucun peuple. Ça n'existe chez aucune nation. Il y a encore énormément d'autres éléments qu'ils disent, qu'ils amènent et qui sont pour eux en tant qu'Américains et qui sont fascinants. Que le statut des Juifs de Tel Aviv se mesure au nombre d'enfants que tu as et pas au nombre de MA, PhD, Shmi HFI, lo meshane, im kol hakavod. Avec tout le respect dû à ces titres, non, mais c'est secondaire. Ils ramènent, moi je savais qu'ils aimaient les enfants, mais que c'est l'aune à laquelle est mesuré ton statut, hein, vous comprenez? Et énormément d'autres choses. Et c'est pour ça que donnez-moi un autre pays où une star de l'estrade et de la et des séries télévisées, dans son communiqué de presse, après avoir été grièvement blessé, disent que si Akadosh Baruch Hu me donne les forces, eh bien je vais revenir au front. Et termine son élocution en anglais avec un fantastique accent israélien où il dit For the foreign journalists who are here, I would like to tell you that when the people of Israel is united, we are invincible. C'est tout ce qu'il fallait leur dire. C'est tout ce qu'il fallait leur dire. Tout cela pour dire que ce n'est pas seulement que les soldats ne sont pas seuls dans leurs convictions, ils sont suivis par une armée véritable de papas et de mamans et de frères et de sœurs et de femmes et d'époux et de cousins et cousines dans leurs convictions. C'est-à-dire, on peut continuer juste peut-être un dernier point jusque-là, comprenez? Il faut savoir que c'est véritablement des changements tectoniques. Jusqu'à il y a une demi-année, on était là, on était prêt à sacrifier la terre et la justice pour la paix et le confort. C'est ça. On savait, non, c'est des terroristes, nahon, mais eux, ils vont traiter les leurs sans bagatz et sans betzel, c'est qu'ils fassent leur ménage tout seul. Nous, on veut rester tranquille. On pensait qu'en se scindant des Arabes, eh bien, en renonçant à une partie cœur, la partie cœur d'Eretz Israël, on pourrait avoir la paix et le calme. Et la prospérité, et tout d'un coup, on a compris que ce n'était pas comme ça. Et on a compris qu'au contraire, la paix ne viendrait qu'avec la justice et par la conquête. C'est-à-dire exactement l'inverse. De la paix par renoncement à la justice et à Eretz Israël, on est venu à plus de 90% à la conception de la paix égale conquête de Gaza égale justice, à savoir destruction du Hamas. Comprenez? À savoir victoire de la justice, de la lumière sur l'obscurité, etc., etc. C'est quelque chose de fantastique. Et la paix, on a aussi compris. Quand on parle de paix, avant tout la paix babaït, la paix à la maison. Et de là, nos ennemis auront terriblement peur de nous, qu'ils ne voudront pas avoir affaire à nous, etc. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que, comme ils nous ont vus,
eh bien, ils ne nous reverront plus. Comment on a vu la paracha Shava? Nachon. Ce que Moshe Rabbeinu répond à Paro, Nachon, Bémet, tu ne me verras plus. Nachon. Tu ne verras plus le juif galoutique. Tu verras le juif qui est sorti d'Égypte. C'est ce qu'il voit. Nachon. Non, 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 tu vas me revoir, ok? Allez, allez, pour finir, Pharaon, il les a revus, il les a suivis, il les a poursuivis. Alors, il les a revus. Non, il a revu un autre peuple. Moshe avait raison. Pharaon ne reverra plus les Juifs esclaves en Égypte. Il verra un autre peuple. Daber el bnei Israël vaïsav. Un peuple qui nocea, qui roule. Un peuple qui sort. Et je crois que c'est là la grande leçon, au-delà de tous les détails, au-delà de tous les atermoiements, oui négocier, non négocier, à quel terme, avec tel, ça prend la tête, ça décourage, ça fait baisser les mains, ça fait chaque fois qu'on est pris un peu d'amertume, de, de mal de tête, eh bien, il faut reprendre la boussole et comprendre quelle est la grande leçon de ces derniers 110 jours et plus. Quel est le véritable premier Israël? Quelle est la génération du 7, 10, 23? Et comprendre qu'on est en train de renaître. Et que tous ceux qui sont là avec leur pronostic alarmiste, c'est un peu le chant du cygne. C'est un peu beaucoup pour certains. Et c'est bien. Et c'est bien, et c'est une génération qui est en train de changer, une génération de chanteurs, une génération d'auteurs, une génération d'écrivains qui est en train de changer. Et on est en une passation de concepts. Alors, ça va prendre du temps, ça prend toujours du temps. Mais il faut prendre la juste mesure des choses. J'imagine que beaucoup d'entre vous l'entendent, vous l'entendez de vos enfants qui vous parlent de Milouim, qui viennent, qui reviennent, etc., etc. C'est ce que j'entends aussi de mes amis, de mes proches, etc. Zéo, on passe aux questions? Oui, Thanksgiving, Nachon, Slicha. On n'entend rien. Les amis, à vous la parole. Gars, à vous la parole ou à vous comment dire, la plume. Boycott oui, ben voilà, se faire le chauffard de nos soldats, se faire le chauffard du premier Israël, de l'Israël premier. Se faire le chauffard de l'Israël qui est dans le plein dans son droit, etc. Il faut savoir que l'importance de la parole durant la guerre, elle est encore plus grande que l'importance de l'arme. C'est ce qui fait tenir l'arme. C'est ce qui donne la victoire. La conscience de la justice de ta cause. Et c'est ce qu'il faut dire. C'est ce qu'il faut dire. Il ne faut pas être maintenant, oi, 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 qu'est-ce qui va se passer à La Haye? Non, mais, Averim, qu'est-ce qui s'est passé à La Haye? Mais c'est La Haye qui est le véritable tribunal là-bas, ce n'est pas le tribunal d'Israël. C'est le tribunal de l'Afrique du Sud et de ceux qui osent, qui ont le culot et l'audace
d'intenter un procès à Israël. Machal Emad d'avoir donné, imaginez que vous êtes pendant la Seconde Guerre mondiale, vous êtes, il y a, je ne sais pas, les Einsatzgruppe NSS ont massacré les Juifs de Kharkov. Et puis tout d'un coup, il y a un Juif qui organise un groupe de partisans et qui liquide les SS. Et leurs femmes et leurs enfants qui étaient membres en bonne et due forme dans les Hitlerjugend et dans le parti nazi, etc., etc. Et puis il y a tout d'un coup l'Afrique du Sud qui dit: «Oh, oh, 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 mais attendez, mais les partisans, vous vous êtes comportés de manière disproportionnée. Mais pourquoi vous avez tué pas seulement les soldats SS, mais aussi Frau Brungilde et le petit Hans et Schmidt, etc., etc.» Qui c'est qui a intenté ici le génocide? C'est les Allemands ou c'est les Juifs? Ouais, mais quand même. Qui c'est qui a intenté le génocide? C'est Hamas ou c'est Israël? Là, la seule différence, c'est qu'aujourd'hui, toute comparaison avec la Shoah, de ce qui s'est passé le 7 octobre, s'est terminée avec la première réaction du premier groupe de réaction rapide de Kitot Konenu, des premiers soldats qui ont, etc. Mais il ne faut pas se leurrer. Et maintenant, quand le monde vient et il juge ceux contre qui le génocide a été intenté, eh bien, véritablement, ce n'est pas le procès d'Israël, c'est le procès du monde. Et c'est comme ça que ça doit être vu. Maintenant, on joue sur le carte international, tel jeu, peu importe, l'homme est chané. Nous, on doit savoir la vérité. Nous, on doit savoir de ce qu'il en est véritablement. Qui est le génocidaire, qui, etc. Enfin bon, il y a des questions. Regarde, vous pouvez poser des questions, bien le microphone. Ah, c'est moi qui donne la parole? Ah, c'est moi. Ah, Nahon, c'est moi. Slicha, slicha, slicha. Voilà, voilà. Non, 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 je pensais que c'était. Rega, אז בבקשה, כן, dites qui veut poser les questions et je donne la parole. Écrivez-le, écrivez-le et puis je vais, parce que là, je vous vois pas tous, Ken. Ben, il n'y a pas. Alors, il n'y a pas de questions. Ah, Reg, il y a 4 nouveaux messages, slicha. Reg. Ouais, ouais, ouais. On peut, le fait d'empêcher de faire entrer des camions d'aide humanitaire ne va pas rebondir sur nos otages s'ils ne vont pas donner à manger en tant que vengeance. Je pense qu'il faut cesser, entre autres choses, de faire de la cause à effet. De la cause à effet, ce n'est pas à cause de notre conduite tel ou tel qui nous ont kidnappés, qui nous ont massacrés, qui nous ont torturés, etc., etc. C'est parce qu'on est juif. Ils n'ont pas besoin de raison, ils n'ont pas besoin de motivation. Au contraire, je pense que ça peut, s'il en est, que ça pourrait au contraire les motiver à mais pour nous, c'est très important pour remettre les pendules à l'heure. Pour remettre les pendules à l'heure dans le sens qu'il n'y a aucune raison de leur fournir de l'approvisionnement tant que nos otages n'ont rien du minimum auquel ils ont droit.
En fait, rien de nouveau. Oh, regarde, sous le soleil, sauf qu'Israël se défend. Nachon, nachon, et c'est une très grande nouveauté. C'est la plus grande nouveauté des dernières 2000 années. Mamash. Merci Elias pour la question. Tu redonnes la force à tout le monde. Les médias détruisent le moral du pays avec leurs larmes permanentes. Ma question est, nous avons un grand problème avec les USA qui aident d'un côté, mais qui nous imposent leur vue. Je crains qu'ils nous poussent vers un entonnoir dont la seule issue sera la création d'un État palestinien. Vous savez, on le fait chaque fois, mais euh, euh, Israël peut aussi dire non. Et Israël a dit non aux États-Unis une dizaine de fois. Et chaque fois, ça nous a fait grandir de beaucoup. On leur a dit non en 48, on leur a dit non en 67, on leur a dit non quand on a bombardé aux Irak, on leur a dit non quand on a étendu notre souveraineté sur Jérusalem, on leur a dit non quand on a étendu notre souveraineté sur le plateau du Golan, etc., etc. Je vais vous... Et chaque fois, ça nous avait fait être pris en estime, d'AFCA par les États-Unis. Comment peut-on accepter alors que tant de nos soldats meurent une aide humanitaire à ces monstres? On en a parlé. Donnez-moi là les micros. Regarde. Qui est-ce qui demande le micro? Si vous voulez. Ouais. Je vais essayer de voir où est-ce que je vous trouve. Non, pas ici. Infosec. Ouais. Mais est-ce que je ne vous vois pas? Alors, si vous voulez, oui, je veux, mais non. Ariel nous a expliqué combien on était tributaire des USA. Le problème, c'est s'ils nous permettent de faire ce qu'on veut, parce que même si on veut continuer, ils peuvent nous mettre des bâtons dans les roues. Oui, ils peuvent toujours mettre des bâtons dans les roues, mais il faut savoir qu'ils ont besoin de nous, pas moins quand on a besoin d'eux, surtout qu'on est la veille des élections aux États-Unis. Bien entendu, on doit reconquérir notre indépendance militaire au niveau des obus, au niveau des munitions, etc., etc. Mais il ne faut pas être pris de peur par rapport par ce qu'on voit dans telle ou telle émission. Israël aujourd'hui est beaucoup plus puissant qu'en 73, beaucoup plus puissant qu'en 67. Et ça, il faut le savoir. Et les États-Unis sont moins forts. Maintenant, on n'arrive pas à ouvrir les micros. J'ouvre tous les micros. איך אני עושה את זה? איך אני עושה? Ah, vous savez comment vous pouvez faire des signes par la main. Faire des signes par la main pour que je puisse vous donner le micro. Ken, regarde, je vois la Reuven Lilmod. Tu peux faire ça aussi? Non? Si vous faites un signe de la main, comme par Ken, en appuyant sur par exemple, Ken, alors je le vois et je peux vous donner la parole. Bon, en attendant, est-ce que les NGO payent pour les manifestations de familles d'otages pour le cessez-le-feu, etc.?
Bon, je veux pas, il y a, bon, tout d'abord, on voit que les familles d'otages, il y a différentes familles d'otages et que c'est seulement une très, très petite partie qui fait des manifestations sur le Ayalon. On peut continuer, on peut comparer ça aux centaines de milliers qu'il y avait il y a 4 mois et aujourd'hui, les quelques centaines qu'il y a. Effectivement, celui qui mène ça, bon, c'est un spécialiste de relations publiques, etc., etc. Mais bon, je ne voudrais pas entrer trop de ça parce que bon, on n'est pas à la place de ses parents, mais ils ne sont pas seuls à représenter les otages. Il y a beaucoup d'autres qui n'épousent pas leur position. Participant à 3 petites votes, pardon? Vas-y, 3, hein, regarde. Hmm, regarde, all participants. Ouais. Ah, voilà, Irène, ouais, je vois. Ouais. Rina Fermont, Axnia. Oh, tiens, Rina. Oui, oui. Bonsoir Eliezer. Bonsoir, Rina. Merci beaucoup de nous remonter le moral et de nous donner la réalité des choses. Moi, j'ai entendu par de plusieurs endroits qu'il y a des organisations qui se mettent en place, qui sont complètement euh, euh, pas du tout des organisations politiques, mais des gens qui ont envie de dire tout haut ce que ces soldats disent. Alors, il y a le mouvement Atkan, j'ai beaucoup écouté Caroline Glick, et aussi il y a Imaot Khayalim. Et en fait, je pense qu'il y a des gens qui ont envie de parler et qui ont envie de dire voilà, c'est pas en vain. Et maintenant, on veut que cette société, elle change, qu'elle change complètement. Et Emmanuel Navon, il a dit, on a un peuple merveilleux et on a une classe politique lamentable. Et il va y avoir un grand coup de balai. Alors, on espère que oui, mais comment faire entendre et comment participer et organiser toutes ces gens qui se mettent à parler tout d'un coup pour qu'on puisse avoir une réelle influence. Voilà. C'est ça ma grande question. Comment on peut faire en sorte que ça continue après la guerre et que ces soldats soient pas morts en vain. Voilà, c'est ça ma question. Mais je pense que vous le faites déjà. Je pense qu'on a chacun beaucoup de cercles. On n'a pas, et que pour finir, beaucoup de cercles où on peut influer. Et pour finir, ça va prendre forme. Vous avez parlé de Milouim Nikim Lemana Nitzachon, vous avez parlé de Neshot Tzaf Shmone, maintenant Tzaf Teisha, etc. Il y a énormément d'organisations qui naissent presque du jour au lendemain et, et, euh, et qui prennent la relève. Maintenant, il y a énormément de voies de contournement de la presse. On n'a pas besoin de la presse pour être vrai. Il y a le Telegram, il y a le Facebook, il y a l'Instagram, même le TikTok, etc. C'est-à-dire qu'on voit énormément de choses qui prennent, qui court-circuitent l'influence de la presse. C'est-à-dire que là, euh, vous le savez, vous le savez mieux que moi, et j'imagine que d'ici peu, vu l'histoire qui s'accélère, eh bien, ça va être canalisé vers quelque chose qui va prendre forme dans quelque chose de très, très constructif. On voit même des élites qui, je ne sais pas, Eretz Neder n'est plus ce qu'elle était il y a une demi-année. C'est-à-dire, il y a les choses qui changent. Alors, en Afghanistan, je ne sais pas seulement si c'est seulement la classe politique, non, je pense que c'est toute une nomenclature
de classe de technocrates, du judiciaire, etc., peu importe, mais qui sent la terre trembler sous ses pieds, et bientôt, elle sent qu'elle va perdre pied. Alain, Bevakasha. Et- Les gars? ouais, Oui, c'est bon, c'est bon. On m'entend? oui, oui. Pour continuer ce que demandait Irène, pour la suite qu'on donne au grand mouvement qu'il y a, enfin, cet élan qu'on voit dans Gaza et qu'on voit aussi au niveau de la société en Israël, pas au niveau des dirigeants, malheureusement. Est-ce que une fois qu'on aura fait table rase ou balayé ou changé les élites, est-ce qu'il y a une perspective d'avoir autre chose qu'une nouvelle miflaga, d'avoir une me'achda, d'avoir quelque chose qui unifie les 12 shvatim? Est-ce qu'on est capable de trouver dans le peuple des gens dans les différents zramim, que ce soit chez les Haridim, chez les Chilonim, enfin tous les zramim qu'il y a, d'avoir des gens qui sont à la fois reconnus au sein de leur chevet et qui sont suffisamment charismatiques pour pouvoir entraîner les gens derrière eux et en même temps qui soient suffisamment ouverts pour accepter la différence et faire un débat et réunifier finalement. Sinon, on est de nouveau on reste dans le sectoriel. Alors, je sais qu'il n'y a pas de réponse, mais enfin, est-ce qu'il y a une chance qu'on arrive à faire ça? Au-delà des Vous voulez débats, au-delà des débats théoriques qu'on a sur les Zooms ici et ailleurs. je pense qu'il y a. Vous voulez une réponse optimiste ou pessimiste? Il n'y a pas une grosse différence entre les deux. Le pessimiste et l'optimiste, c'est celui qui pense qu'on vit dans le meilleur des mondes, et le pessimiste, c'est celui qui croit que l'optimiste a raison. Je veux dire, je pense tout d'abord, il faut s'inspirer du Sefer Shmuel, du Tanakh. David Ameller, il ne s'est pas imposé. Il a attendu. Il a attendu 7 ans à Hebron jusqu'à ce que les autres Shvatim viennent le chercher. Maintenant, pourquoi ils sont venus le chercher? Parce qu'il y avait un mouvement. Il y avait un mouvement qui était un mouvement centripète, un mouvement vers le centre. Et aujourd'hui, il y a véritablement centripète. C'est un mouvement qu'on on le voit chez les Haredim, chez les Chilonim, au centre, religieux, gauche, droite, tout ce que vous voulez. C'est un mouvement vers l'unité. Et tôt ou tard, il va en sortir quelque chose. Vous me demandez, est-ce qu'aujourd'hui, je vois une personne, un leader, qui puisse être à la hauteur? Non. Est-ce que ça veut dire que je suis alarmé par ça? Non. Non. Pourquoi? Parce que l'essentiel, c'est la briout, c'est que le peuple soit saint. Et le peuple, il est hyper saint, propre comme c'est S-A-I-N et S-A-I-N-T. Et à ce niveau, il va trouver. Il va trouver. Et il y a une troisième chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a deux sortes de démocratie. Il y a la démocratie qui élit une fois tous les 4-5 ans ses députés et qui va dormir. Yo, on vous a élu, débrouillez-vous. Et puis il y a une autre démocratie, qui est la véritable démocratie juive, qui est là et qui ne renonce jamais véritablement à son droit de parole, à son opinion. C'est-à-dire, non, Ken, même pas besoin d'aller en Israël pour ça, Ken. Regardez la Suisse. Pour chaque chose, il y a des référendums, il y a des initiatives, il y a ci, il y a ça. C'est la Suisse, peut-être, avec leurs problèmes, peu importe. Mais en Israël, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le peuple qui reprend des pouvoirs. Le peuple qui n'est plus prêt à céder ce pouvoir, que ce soit à la Knesset, au gouvernement, à la haute cour de justice, à la nomenclature de telle ou telle institution, etc., etc. Maintenant, est-ce que ça va être résolu demain? Non. Pourquoi? Parce que c'est tout un engrenage à traiter, mais on est en bonne route. Les gars, et mi od. Alain, Ken. Oui, je ne sais plus si c'est ici, mais on avait parlé du fait qu'à Hanouka, enfin les Hashmonaïm, ça leur avait pris 20 ans pour détruire la Chakra
et pour se mettre d'accord. Et il faut espérer que ça ne prenne pas 20 ans ici. Moi, j'ai beaucoup d'espoir dans la jeune génération et pas les dirigeants actuels, ou ni même les dirigeants de ma génération, des cinquantenaires, mais c'est les jeunes. Je crois que le vrai changement, c'est chez les jeunes. J'avais entendu Micha Goodman qui disait que le Dor Revi, il est redevenu le Dor Rishon. Il a pris une claque telle qu'il est redevenu, il s'est reconnecté le 7 octobre avec une claque pour la jeunesse qui finalement lui redonne sa responsabilité. Et c'est de là-bas peut-être que viendra la Géoula. Oui, oui, oui. J'aime beaucoup cette idée, je l'ai entendue de quelqu'un d'autre, mais effectivement, c'est-à-dire il y a toujours le défi de la 4e génération. Qu'est-ce que c'est le défi de la 4e génération? C'est celle qui n'a plus de contact direct avec les miracles de la première, avec la sortie d'Égypte ou avec la construction du temple, avec l'unité des tribus, avec l'indépendance, avec les Philistins qui ont été défaits, etc., etc. C'est-à-dire là, ils se reposent sur les lauriers et croient qu'ils peuvent tout se permettre. Pourquoi? Parce que le Olam Chosenken, parce que ce qu'on a, ça va toujours durer. Et puis non, ça va pas durer. Et là, tout d'un coup, effectivement, c'est la 4e génération qui devrait être celle de l'oubli, qui tout d'un coup se rappelle, qui tout d'un coup renoue avec les grands-pères et avec les arrière-grands-pères. Mamash. Mamash, mais avec, en plus de ça, les forces de la 4e génération. Et là, c'est la grande différence d'avec les Hashmonaïm, d'avec Hanouka. Hanouka, ça a pris 25 ans jusqu'à ce que la Krakra ait été détruite. Pourquoi? Parce qu'on était beaucoup plus faibles. C'était une minorité du peuple juif qui était en Israël. Les autres, ils étaient à Alexandrie, ils étaient à Babylone, ils étaient partout ailleurs. En Israël, c'est pour ça que ça a pris énormément du temps. Aujourd'hui, on est plus de 7 millions. On est presque la majorité du peuple juif. Regardez l'armée, regardez la génération qu'on a. Et c'est pour ça que c'est tellement différent. Mais encore une fois, il ne faut pas, comment dire, dire, ah, bon, si c'est comme ça, alors on peut aller se coucher. Mamash là. Le Meyasset de la Tnoa du Rivon Arvi, il y a une Tnoa qui s'appelle la Rivon Arvi. Le Meyasset de la Tnoa dit qu'il a donné le nom parce que Ben Gurion aurait dit en 48, quand on lui a demandé après la Hakamat Hamdina s'il était content qu'il y a maintenant il y a un État, s'il était satisfait, il aurait répondu qu'il n'était pas satisfait, il serait satisfait dans 75 ans. Voilà. Il a fait. J'ai pas trouvé le Macor, mais c'est ce que lui dit dans un rayon. Il a dit ça dans un rayon dans Globes ce week-end. Ouais. Si vous pouvez l'envoyer, moi je vous envoie le Mahamar. Ouais, Toda, merci. Regarde, je vois encore des messages, Nia. Voilà, attendez. Pardon. Pensez-vous qu'Israël va miser maintenant sur propre fabrication pour la défense? Bon, il mise déjà. Je sais qu'il y a, enfin, j'ai lu des articles comme quoi, effectivement, ordre a été donné de développer l'industrie militaire israélienne et pas compter uniquement sur l'aide américaine. On a besoin de munitions. Ouais, ok, on en a parlé. Regarde, de nombreuses organisations se mettent en place. Atkan, Nachon, vous l'avez dit, Rina. Regarde, je dirais même plus US Go Home. Ok, participant à 3 petits points nommés. Ok, c'est ça. Voilà, quelqu'un encore à de prendre la parole? Non, faire un signe d'une main? Non, alors zéro. Zéro, je crois qu'on est arrivé à bout. Bsorot tovot, et ne pas perdre le nord. Ne pas perdre le nord, savoir qu'on a une génération unique. Et on fait partie d'une génération unique. Toda rabba. Bsorot tovot. Isku veimtsu. Ba'ava rabba. Litraot.